Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. On continue sur notre belle lancée d'interviews avec aujourd'hui la venue d'un spécialiste du sport, notamment de basket. Et je pense que du coup, il sera très très bien placé pour nous parler de sport et de société puisqu'on reçoit un journaliste sportif. Bienvenue Alexandre Lacoste dans La Buvette et j'espère que tu vas bien. Ça va, merci et toi? Bah ça va super. Les auditeurs, installez-vous confortablement, montez le volume et c'est parti pour un nouvel épisode. Et bien alors aujourd'hui, invité spécial, hein, parce que c'est un journaliste, hein, c'est quand même assez marrant. J'ai pas trop le droit à l'erreur, hein, un pseudo-journaliste qui interviewe un vrai journaliste. Hein, j'ai pas le droit à l'erreur. Quelques boulettes, tu me laisses faire quelques boulettes quand même, j'espère. Ouais, puis moi aussi, c'est la première fois que je passe de l'autre côté, donc... Et bah écoute, comme ça on a chacun notre match d'erreur, donc c'est top. Alors comme souvent avec nos invités, on va te laisser déjà te présenter, savoir ce que tu fais dans la vie, tes origines un peu, ton parcours, tes études et finalement un peu comment t'es arrivé jusqu'à ce métier de journaliste sportif. Et bah du coup, je viens de la région de Bourg-en-Bresse. J'ai fait toute ma jeunesse à Bourg-en-Bresse. Et quand j'étais jeune, je voulais déjà devenir journaliste. Mais j'ai un peu tout fait pour éviter, entre guillemets, parce que j'ai pas fait d'études de journalisme, en soi. Tu veux toutes mes études en complet? Ouais, vas-y, n'hésite pas. Du coup, j'ai commencé par une prépa lettres. J'ai fait prépa lettres à Besançon. Ensuite, j'ai fait une fac de droit à Lyon. Ensuite, j'ai interrompu mes études pour partir à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait un Sciences Po Strasbourg, master de relations internationales. Et ensuite, je me suis mis à travailler à Marseille pour l'Union européenne, les projets sociaux, la lutte contre le décrochage scolaire, ce qui n'avait rien à voir avec le journalisme. Ok, ouais, effectivement. Et en parallèle, quand même, ça faisait depuis 2011. J'ai commencé à écrire sur le basket en 2011, d'abord en tant que bénévole sur un site qui s'appelait Catch and Shoot. Ok. Qui est l'ancêtre de Bibasket, en effet, enfin l'ancêtre de Bibasket, qui est mon employeur actuel. Et ouais, j'ai commencé à écrire à 18 ans là-dessus. Ok, bah du coup, un parcours quand même assez varié, hein, et t'as fait plein de choses, c'est super intéressant. Est-ce que du coup, le métier de journaliste, c'était vraiment une vocation, enfin, quand t'étais plutôt enfant, dans ton enfance, ton adolescence, et que t'as voulu délaisser, c'est quelque chose qui est revenu un peu comme, comme le naturel, pardon, revient au galop, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'était quelque chose où t'avais vraiment envie de faire ça? Ouais, bah c'est marrant parce qu'hier, pour rien cacher, j'étais avec des amis d'enfance chez moi hier soir et on a retrouvé des articles que j'avais écrits, que j'avais écrits sur chacun d'entre eux quand on avait 14 ans. Et sur des activités, il y en a un qui faisait du basket, donc j'avais écrit la nouvelle star du basket, un autre qui faisait de l'aïkido, un autre qui observait les oiseaux, et du coup j'ai fait des articles sur chacun d'entre eux en 2007, donc j'avais 14 ans. Donc ouais, on peut parler de vocation, mais voilà, j'ai mis quelques années à me lancer vraiment dans le truc. Après, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait plus tôt, parce que c'est ce qui m'a toujours plu, mais le côté précarité du journalisme m'a peut-être un peu refroidi par rapport à tout ce que j'entendais. Enfin, du coup, en étant dans le milieu depuis 2011, j'avais des histoires d'amis qui étaient dans le journalisme et qui avaient un peu de mag, donc je pense que ça m'a un peu incité à faire autre chose inconsciemment. Ouais, forcément, les places, elles sont assez limitées hein, pour le journaliste, pour expliquer comment ça se passe. C'est forcément une école de journalisme ou pas? Comment ça se passe? C'est un peu compliqué d'intégrer une rédaction une fois qu'on sort des écoles ou comment Bah, ça se du passe? coup, je sais pas, vu que j'ai pas fait d'école de journalisme, Ouais, et du coup, non, il n'y a pas besoin de faire d'école de journalisme, pas forcément besoin d'en faire pour devenir journaliste, parce que bah, c'est ce que j'ai fait. Mais oui, enfin, très clairement, pour moi, ce qui a pu compenser le fait de ne pas avoir fait d'école, c'est d'avoir 7-8 ans d'expérience, d'abord comme bénévole, ensuite comme pigiste, entre guillemets, quoi. Donc, comme quoi, en fait, c'est vraiment un métier passion finalement. Ah bah oui, 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 parce que c'est quelque chose que je faisais à côté de mes études et puis après de mon premier travail pendant, ouais, depuis 2011, quoi. Donc j'ai toujours continué à faire ça depuis, jusqu'à ce que je devienne journaliste à plein temps, et ça, c'était en octobre 2021. Ok, donc c'est pas très vieux finalement, ça Non, fait que ça fait 1 an et demi. un an et demi, ok. Ouais. Donc bon, la finalité, la finalité est plutôt sympa. Est-ce que d'ailleurs tu préfères le terme pardon, de journaliste ou de journaliste sportif? Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Est-ce que tu aimes bien te catégoriser pardon, dans une catégorie, enfin du coup dans le sport ou plutôt être globalisant avec le terme journaliste? J'ai jamais trop réfléchi à la question, mais ouais, je dis toujours journaliste sportif, sans, je
pourrais pas te dire pourquoi, mais non, oui, je dis journaliste sportif, c'est plus... parce que, enfin, de base, quand je dis que je suis journaliste, après on me demande pour qui je travaille et ce que je fais, donc c'est obligé de préciser sportif à quoi qu'il arrive, mais non, c'est du journalisme. C'est du journalisme comme n'importe où ailleurs, parce qu'il peut y avoir des enquêtes, des interviews, etc. Donc tout le travail d'un journaliste économique, politique, sensiblement pareil. Ça marche. Alors je tiens aussi à préciser pour nos auditeurs qu'on va pas du tout parler de basket pur et dur du sport. On va essayer d'être assez large, écouter, enfin surtout parler de la profession et des expériences d'Alexandre en tant que journaliste, mais pas vraiment de détails techniques. Donc n'hésitez pas à rester bien attentif, même si vous n'êtes pas fan de basket, ce que je comprends totalement d'ailleurs. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail même de ta profession, du coup, tu travailles pour une rédaction. Tu m'as dit un peu avant l'interview que c'était une rédaction un peu spéciale. Est-ce que tu peux parler un peu de l'histoire de celle-ci et comment ça se passe du coup en interne, etc. Donc Bibasket, mon employeur c'est Bibasket, donc c'est un site internet qui traite du basket français, européen avant tout. Ça a été créé en 2010, je crois, sous le nom de Catch and Shoot par 2 étudiants de 18 ans. Moi j'ai rejoint en 2011 et le site est très rapidement devenu beaucoup plus important que les moyens humains en gros, parce qu'on était à l'époque on devait être 6 petits gars de 20 ans 6 petits gars de 20 ans à gérer le site de manière bénévole et du coup on a dû changer de nom parce qu'on n'avait pas une super image dans le milieu, entre guillemets, dans le milieu journalistique. Okay. Et donc en 2014 le site est devenu Bibasket. Et ça s'est peu à peu professionnalisé. Et du coup, maintenant, on est 2 salariés. Donc, il y a Gabriel Panteng-Jouve qui est rédacteur, c'est l'un des fondateurs du site, donc c'est le rédacteur en chef. Il y a moi en deuxième journaliste, plus on a un alternant, Théo Tétard. Et on fonctionne aussi avec beaucoup de photographes qui travaillent à la pige. Quelques pigistes aussi, journalistes pigistes. Mais sinon, on est 2 salariés plus un alternant à faire tourner le site au quotidien. Et du coup, toujours en télétravail, pardon. Ouais, donc il n'y a pas de rédaction, on n'a pas les moyens d'avoir une rédaction. Par exemple, Gabriel il est à Montpellier, moi je suis à Marseille, Théo est à Paris, donc on fait que en télétravail, à part si on est en déplacement sur des événements. Ouais, justement, j'allais en venir un petit peu après, un peu ton quotidien, comment ça se passe. Mais du coup, pour revenir sur la rédaction, du coup, il reste que un membre de base, du commencement, c'est le rédacteur en chef, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça. Après, oui, moi je suis arrivé moins d'un an après, mais oui, sinon il n'y a que Gabriel qui est resté. Après, il y a des gens de l'époque qui continuent à graviter autour, mais vraiment de manière soit bénévole, soit très lointaine, qui continuent à être impliqués d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais oui. Ok. Et du coup, tu m'avais aussi parlé du fait que Bibasket c'était un peu spécial. C'est quoi un peu du coup la spécialité de cette rédaction? Peut-être pour les gens qui comprennent pas trop comment marche une rédaction classique. D'ailleurs, si tu peux un peu expliquer comment ça marche, peut-être par rapport aux gros médias comme l'équipe, le plus gros c'est en France. Quelle est la différence finalement entre Bibasket et un gros média traditionnel français? Bibasket, nous on est que 2 salariés à travailler à distance, alors qu'une maison comme l'équipe, je sais pas combien de centaines de salariés ils ont, mais il n'y a pas que des journalistes, ça fonctionne comme une vraie entreprise, tu as des DRH, des responsables économiques, des secrétaires de rédaction, etc. Tu as plein de différents métiers, alors que nous on n'est que 2 journalistes à faire tout le travail qui gravite autour, donc les réseaux sociaux, presque le démarchage de partenaires, etc. Donc le fait aussi de ne pas avoir de rédaction, de bureau, c'est, pour un média, c'est quand même assez particulier, même si c'est de plus en plus le cas pour les sites internet. Mais non, les gros sites internet, ils fonctionnent avec des bureaux, donc des rédactions physiques, ce que nous on n'a pas. Est-ce que tu vois ça un peu comme un frein du coup, ou est-ce que tu penses que vous arrivez quand même à exploiter bien la chose du télétravail et que ça nous freine pas, ça nous freine pas, on fait avec nos moyens, mais non, on peut quand même fonctionner comme ça, mais c'est sûr qu'avoir plus de moyens, ça serait toujours plus appréciable, quoi. Mais... Je vois. Alors, personnellement, je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, je me demandais toujours comment ça se passe en fait une journée d'un journaliste, un peu une journée typique. La journée sportive, entre les déplacements, les rédactions d'articles, je pense qu'aussi il y a quelques gros projets à gérer en parallèle, je suppose. Comment ça se passe un peu pour toi? Tu prends l'exemple d'un jour de match, quand tu as un déplacement à faire à l'autre bout de la France, tu disais que tu vivais à Marseille. Ouais. Disons que je sais pas, tu dois aller dans le nord de la France. Comment ça se passe en fait?
Et bah, le truc, c'est que j'ai vraiment pas d'horaire. Enfin, c'est pas, enfin, justement, dans mon ancien boulot, je faisais 9h-18h et tous les jours, c'était la même chose. Alors que là, c'est vraiment tous les jours différents. Donc, souvent, oui, je travaille. En fait, moi, mon rôle, c'est de faire les gros articles. Enfin, les interviews, les dossiers, les enquêtes, sur les événements aussi. Donc, généralement, tu gères 3 ou 4 projets en même temps. Et une journée typique, bah, c'est-à-dire il faut contacter les gens à qui tu vas parler, organiser des rendez-vous, des entretiens. C'est marrant que tu parles du Nord, parce que du coup, j'y suis allé il y a un mois. J'étais à Gravelines il y a un mois. Donc, oui, quand ça se passe comme ça implique de un Marseille-Dunkerque en train, ça s'organise à l'avance. Ouais, c'est sûr. Faut prendre les logements avec les moyens de l'e-basket. Donc, on ne lâche pas à l'hôtel Mercure 4 étoiles comme les équipes. Ouais. Et ensuite, oui, c'est des horaires qui sont vraiment particuliers parce que en moyenne, je couvre 2 ou 3 matchs par semaine, je pense. Un match en basket, ça démarre généralement à 20h. Et moi, mon travail, il commence après le match, quoi. Un match, ça se termine à 21h45. Après le match, tu as ma conférence de presse qui dure en général une demi-heure. Et ensuite, c'est là où moi, je commence à écrire, quoi. Et surtout que souvent, je fais aussi des piges pour la presse écrite. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, justement, on va parler de Gravelines encore. Vendredi soir, j'étais un match entre Fos-sur-Mer et Gravelines. Ouais. Et je faisais l'article pour La Voix du Nord. D'accord. En parallèle de mon média. Et ça implique que eux, La Voix du Nord, vu que c'est un journal papier, ils ont un bouclage qui est à 22h45. Ah oui. Et qui diffère pour tous les médias. T'en as qui sont à 22h20 parfois. Donc là, c'est vraiment la course. Mais Voix du Nord, bouclage 22h45, c'est complètement des autres contraintes qu'un site internet où t'as pas ça. Et ça implique de se dépêcher. Et après, ensuite, je peux faire mon article pour mon média. Et donc, oui, souvent, t'as 2-3 soirs par semaine où tu termines à minuit 30, 1h du matin, quoi. Ouais, faut pas avoir de contraintes d'horaire, quoi. Faut être assez flexible et... Après, généralement, j'ai pas de réveil le matin, quoi. Je me lève pas à 6h30. Forcément, bah du coup, ça compense un peu, quoi, du coup. C'est un peu logique. Du coup, question peut-être un peu bête, mais pourquoi, pour toi, quel serait ton plus beau projet que tu aimerais couvrir, ou peut-être même, c'est peut-être en lien avec l'e-basket, hein, est-ce que tu as un projet rêvé à faire, un truc qui te fait rêver, quoi? Bah, comme tout sportif, les Jeux Olympiques, hein. Une réponse de sportif, je pense. Mais oui, dans un an et demi, il y a les JO à Paris. Ça commence très tôt, la procédure d'accréditation. Donc nous, Bibasket, on a déjà obtenu une accréditation. Et il y a des chances que ce soit moi qui l'obtienne. Donc ça va être, si c'est moi, ça va être 2 semaines de travail extrêmement intensif, où il y aura des horaires de fou furieux, entre guillemets. Mais oui, c'est un rêve. Et après, la meilleure partie du travail, c'est couvrir les événements internationaux. Donc les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe, les finales de Coupe d'Europe. Cet été, il y a la Coupe du Monde aux Philippines de basket masculine. Un pays qui est absolument fou de basket à l'autre bout du monde. Donc ça va être... Ça va être une belle aventure. Ça va être incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, entre les Philippines et les JO à Paris l'année prochaine. Ça. Surtout que les événements internationaux, comme ça, après, on est en groupe, groupe entre guillemets, avec d'autres journalistes français. On se connaît tous un peu. Les gens de l'équipe, des autres médias, l'AFP, Le Monde, etc. Donc la vie à côté du basket est aussi assez sympa quand on a le temps, quoi. Ouais, finalement, c'est un peu comme un peu le même principe que les athlètes, c'est tout le monde se retrouve, c'est la fête du sport, et aussi bien que pour les athlètes, justement, que pour les journalistes et tout ce qui est autour même de l'événement. Donc c'est vrai que ça a l'air sympa. Donc là, par exemple, cet été, si on peut en parler, mais il y a le championnat d'Europe masculin en septembre, donc 3 semaines en Allemagne. Et tous les jours, c'était de 11h à 1h du matin. Donc, c'est des horaires qui sont assez faramineux. Mais à côté, le soir, voilà, on était à Berlin. Donc, les soirées à Berlin, c'est sympa. Donc, oui, c'est 3 semaines où tu es vraiment à fond dans une bulle. C'est un peu une autre vie. Quand tu reviens de ça, le sas de décompression est particulier. Ouais, tu m'étonnes parce que du coup, finalement, tu es de 11h à minuit dans une salle de basket. Tu fais quoi? Tu regardes tous les matchs? Comment ça Pas se forcément dans la salle. C'est en gros, tant qu'il y a l'équipe de France, tu as beaucoup de travail. Parce que j'ai fait un Euro en 2017 où la France s'est fait sortir en 8e de finale. On était à Istanbul. Et après, moi, j'avais 10 jours où
fallait travailler, oui, il fallait regarder les matchs et faire des petits articles sur les autres matchs, mais c'était assez tranquille, entre guillemets. Là, cet été, la France allait jusqu'en finale. Donc, ça implique... l'équipe de France fait des conférences de presse tous les jours, quand il n'y a pas match. Donc, tu as des points presse de plus d'1 heure. Et du coup, soit tu passes ta journée à l'hôtel de l'équipe de France, on était au café de l'hôtel à écrire nos articles après les conférences, et c'est assez marrant parce que tu as tous les joueurs. Tu avais Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic à côté sur la terrasse, et toi, tu es en train d'écrire. Toi, tu es en train d'écrire au bar de l'hôtel, donc c'était assez marrant. Ça, quand même. T'as Klemen Prepelic et Boris Dio qui viennent s'asseoir sur la table à côté de toi pour parler de leurs souvenirs de Levallois ensemble. Mais ouais, c'est... Et après, oui, t'es dans la salle. T'es dans la salle à faire les matchs, les interviews après match. Parce qu'à l'Euro, c'est... Enfin, quand t'as beaucoup de journalistes comme ça, après, c'est un peu... c'est particulier parce que je pense qu'on était 200 journalistes. Donc quand ça se passe comme ça en zone mixte après les matchs, c'est un peu la guerre. Enfin, la guerre. T'as beaucoup de monde au même endroit, donc ça c'est particulier. Je vois bien la chose, comment ça se déroule. Bah d'ailleurs, petit big up à Florian Grengbo pour notre dernière interview en lien avec les JO. Est-ce que toi du coup t'étais intéressé par d'autres sports, par exemple, on sait que Florian il faisait du cyclisme sur piste. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'ont intéressé ou c'était vraiment le basket? Je suivais le foot quand j'étais jeune, le cyclisme. Mais le basket, ça a toujours été ma plus grande passion, entre guillemets. Et puis maintenant, en étant journaliste spécialisé basket, j'avoue que j'ai plus trop le temps de suivre à côté ce qui se passe. Je lis l'équipe. Ok. Mais sinon... donc maintenant, c'est focus basket et la tête dans le basket. C'est ça. Nouvelle question, avec un peu la digitalisation du monde qu'on connaît en ce moment. Et on sait que le journalisme, il est forcément pas épargné. Il y a eu beaucoup de changements sur les dernières décennies. Comme on peut le voir avec Bibasket, qui du coup est une rédaction totalement digitale, si je me trompe pas. Est-ce que t'aimes un peu ces nouvelles façons de faire, entre guillemets, du journalisme? Est-ce que ça te dérange, ou est-ce que t'aimerais revenir un peu à un journalisme un peu plus classique, ou est-ce que du coup c'est quand même assez similaire, ça te dérange pas trop forcément, peut-être revenir au papier ou des choses comme ça? Ouais, moi j'aime bien le papier. Moi je suis... de l'ancienne école, entre guillemets, j'aime bien le papier, mais je travaille pour un média internet parce que maintenant, c'est... faut vivre avec son temps, entre guillemets. Justement, le basket français, c'est un bon exemple de ça parce qu'il y a eu une presse papier de 1983, je crois que c'était écrit, Maxi Basket, jusqu'à 2018, Basket Hebdo. C'est un journal papier qui sortait toutes les semaines et qui, malheureusement, à la fois avec l'avènement d'Internet et la baisse du lectorat de la presse papier, a fini par disparaître, surtout que le basket français, c'est une niche, donc ça intéresse moins. Mais oui, moi j'aime bien... parfois ça me frustre qu'un article, quand tu fais un grand article sur Internet, qui disparaisse au bout de 3 jours. Quoi. Tu travailles pendant 2 mois sur un article à faire une enquête, entre guillemets, et puis... en 48 heures, il n'est plus du tout sur la première page du site. Ouais, ça va être frustrant. T'as plus l'aspect intemporel qu'un papier. Où, justement, là, avec mes amis hier, mes articles d'il y a 14 ans, on les avait comme ça. Donc ça, c'est marrant. Quoi. C'est vrai que le côté tradition, en fait, c'est vrai que c'est dommage. Pour les mordus un peu de basket, je vous invite à aller sur le site. Il y a vraiment des articles superbes. Moi, j'ai en tête, ça date d'un petit moment, mais quand tu as suivi la chorale de Rouen en déplacement, c'est vraiment hyper intéressant. Et on voit vraiment tout le côté... le côté pas forcément glamour qui tourne autour. C'était vraiment un article que j'ai trouvé super bien. Donc n'hésitez pas, il y a plein d'autres articles. Ça sort tous les jours, tout le temps. D'ailleurs, comment tu te sens par rapport au fait que maintenant, il faut toujours être hyper réactif. Du coup, dans le journalisme, on s'arrête jamais. On sait qu'avec Internet, tu peux monter très vite comme tu peux redescendre aussi rapidement. Est-ce que ça te fait un peu peur, tout cet engouement autour de la digitalisation du journalisme? Ouais, c'est compliqué à exprimer parce que moi, entre guillemets, je me sens pas trop concerné par ça. Je suis pas extrêmement présent sur les réseaux sociaux, ce qui est peut-être un défaut, mais j'avoue que je sais pas trop quoi dire à cette question. Ouais, pas de souci. Moi, je pensais un peu... récemment, on voit que des médias qui viennent d'internet comme Trash Talk dans le basket, où on voit qu'ils font vraiment beaucoup de live tweets, c'est tout le temps, tu peux mettre à n'importe quelle heure, il y aura un tweet de Trash Talk sur ton feed, quoi. J'ai vu récemment, là, ils ont rempli le Grand Rex
en quelques minutes. C'est quand même assez fou pour un média qui vient d'Internet. Enfin, ils ont aussi des boutiques, plein de choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un peu la bonne formule magique, du coup, entre le digital et le basket? Est-ce que c'est peut-être un truc qui manque à Bibasket? Je sais pas trop. Et bah, enfin, Trash Talk, ils ont un truc que nous on n'a pas, c'est qu'eux ils suivent la NBA, qui en France est peut-être l'un des championnats les plus suivis, tous sports confondus. Et donc ils ont réussi à créer un engouement incroyable que son championnat de France, on ne pourra jamais avoir. On ne pourra pas aller remplir une salle à Paris pour regarder tous ensemble à Bourg-en-Bresse le Porten, quoi. Non, après, ce que fait Trash Talk, c'est impressionnant, honnêtement, sur la capacité qu'ils ont eu à fédérer une communauté autour d'eux. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas pour les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'eux, après, ils interagissent en permanence avec leurs lecteurs, etc. En effet, sur Twitter, voilà, c'est non-stop. Et oui, moi, parfois, j'aime bien stopper, justement. Donc ouais, c'est... Ouais, enfin, du coup, on voit vraiment que toi, t'es plus vraiment traditionnel, en mode, enfin, moi, ça fait, enfin, le droit, du coup, à se déconnecter de tout ça, ça fait aussi du bien. Ça fait partie justement, ça, c'est un des trucs qui me marque depuis que vraiment j'ai commencé dans le journalisme, c'est que c'est non-stop quand même, quoi qu'il arrive, vu que les discussions qu'on a entre membres de Bibasket sont sur mon téléphone perso, quoi, sur WhatsApp, Facebook, etc. Les gens que tu contactes, ils connaissent pas tes horaires, donc ils t'écrivent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Par exemple, une de mes toutes premières interviews, c'était avec un joueur français assez connu en Euroleague, on va peut-être pas donner son nom, mais qui m'appelle à 1h30 du matin, quoi. En pensant, bah tiens, 1h30 du matin, il doit travailler si je l'appelle. Donc, il est encore en activité, lui? Ouais. Il est très bon, même. Tu veux pas donner le nom? Hors antenne. Allez, hors antenne. Ça marche. Ouais, du coup, c'est pas forcément un modèle que tu souhaiterais pour ta rédaction, ou c'est vraiment... Bah, nous, on n'a pas les moyens. On n'est que deux, on peut pas... Après, à terme, sur le basket français, je pense pas que ça puisse... Chacun fonctionne avec sa façon de faire, et ce qu'a fait Trash Talk, c'est impressionnant, mais on va pas aller plagier notre rédaction en se disant pour eux ça a marché, donc pour nous, Complètement. Ça sera la même chose. Et d'ailleurs, est-ce que, voilà, cette année, surtout avec le phénomène Wembanyama, il y a quand même aussi je pense à Nadir Hifri récemment, c'est quand même des joueurs montants qui font quand même pas mal d'audience, des Yohan Makoundou et des dunks exceptionnels. Est-ce que vous arrivez quand même un peu à surfer sur la vague, hein, si je puis dire, essayer d'accrocher un peu tous ces nouveaux spectateurs du basket français? Est-ce que ça vous apporte quand même un peu plus de visibilité et ça vous porte un peu plus aussi en tant que média? Avant qu'ils deviennent vraiment des phénomènes, ouais. Parce qu'un Wembanyama, par exemple, cette année, il est tellement... Victor Wembanyama, il a été happé par un buzz mondial, entre guillemets. Et nous, ces joueurs-là, on arrive à faire des trucs intéressants sur eux quand ils ont 16-17 ans, avant qu'ils soient vraiment connus. Par exemple, Victor Wembanyama, je pense que j'ai fait une de ses toutes premières interviews en individuel à la Coupe du Monde Junior en Lettonie il y a 2 ans. Et il avait 17 ans, je crois, à l'époque. Et il était impressionnant de maturité dans ses réponses, etc. Donc, c'est à ce moment-là que nous, Bibasket, on peut intéresser des gens à ces joueurs-là, mais après, une fois qu'ils prennent une autre ampleur comme Victor Wembanyama, oui, on en profite, mais c'est pas nous qui on fait pas 10 millions de vues, comme j'ai vu aujourd'hui un tweet de la NBA sur Victor Wembanyama fait 10 millions de vues, ce qui est colossal, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est colossal pour un joueur qui est toujours pas drafté. Et à contrario, dans le basket français, il y a un petit effet contre-productif avec Victor Wembanyama, c'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent que on en fait trop, tout le monde en fait trop avec Victor Wembanyama. Oui. Et dès qu'il y a un article sur lui, il y a beaucoup de commentaires négatifs maintenant. Que pourquoi vous traitez Victor Wembanyama et pas un autre joueur du championnat de France. Vous traitez tout le temps Victor Wembanyama et ça commence à être assez contre-productif parfois. Et je vous invite, les auditeurs, à aller écouter notre podcast. On a un podcast sur la haine des sportifs en France. Ouais. Donc ça rejoint un peu ça, hein, finalement. Un phénomène comme ça, on arrive quand même à le critiquer en France. Est-ce que tu penses... Haïr un sportif de 18 ans, il faut... Oui, le terme est peut-être un peu exagéré, mais c'est dans l'idée, quoi, du fait qu'on puisse un peu déjà le critiquer, etc. Et t'aimes bien, toi, cette idée tu valides un peu cette idée de descendre un peu comme ça, ou pas du tout? T'es plus
Ou t'es assez neutre sur la question? Non, enfin, je suis assez dithyrambique sur Victor Wembanyama. Enfin, on n'a jamais... Oui, enfin, je pense que parfois, il y a un traitement médiatique qui est peut-être un peu trop gros, entre guillemets, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Donc, on verra pas ça de sitôt en France. Donc, je me demande à quoi ça va ressembler l'année prochaine sans lui. Donc, non, que tout le monde en profite. Peut-être que les gens en font un peu trop, mais c'est très bien. Enfin... Un beau message de paix et d'amour. Petite question, on est bientôt à la fin de cette interview. Une question un peu d'actualité. On parlait tout à l'heure un peu avec Lucas là, de ChatGPT. Des versions incroyables sont en train de se développer. Est-ce que tu penses que c'est une sorte de menace sur ta profession, ou du sort que quelqu'un par exemple dise bah j'ai regardé cette nuit Boston Celtics contre New York Knicks, tu peux me faire un résumé du match, et est-ce que tu vois ça comme un danger ou plutôt comme un outil que tu peux exploiter pour une plus-value du coup à ton métier? Je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais j'ai écouté une émission là-dessus la semaine dernière et ouais, je commence à m'interroger là-dessus, mais sans avoir vraiment approfondi la question. Mais après, le journalisme, je pense que ça apportera toujours, enfin, si tu fais bien ton métier, ça apportera toujours une plus-value. Parce que maintenant, par exemple, un résumé de match en soi, je pense déjà, ça intéresse plus beaucoup les gens à l'heure où tu as le résumé sur YouTube vidéo 5 minutes après le match. Donc, un résumé écrit d'un match, juste ce qui s'est passé, ce que te donnera ChatGPT apparemment, en soi, ça intéresse déjà plus beaucoup les gens. Mais voilà, avec un vrai travail journalistique, tu peux. ChatGPT, voilà, va pas aller suivre. Tu parlais d'un article où on suit la chorale de Roanne pendant 3 jours. Pour l'instant, ils vont pas aller faire ça. Donc, je pense que le journalisme aura toujours un peu d'avenir devant lui tant que. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, même si on aime un sport et qu'on s'y intéresse vraiment, le côté journaliste, on retrouve quand même toujours la petite patte et le petit truc en plus que dans un article. Ouais, j'espère. Mais ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Dernière petite question. Finalement, comme tu disais, hein, tu consommes du coup forcément énormément de basket. Est-ce que tu arrives encore à avoir un sentiment de plaisir quand tu regardes des matchs, à te sentir emporté un peu par les événements ou des actions, ou est-ce que vraiment c'est encore compliqué de prendre du plaisir et tu relis ça toujours à ta profession? Ouais, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante parce que justement, du coup, cet été à l'Eurobasket, j'ai vu, je pense, j'ai pas fait une compte, mais j'ai dû voir 40 matchs en 3 semaines. Et ça faisait beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a eu la reprise du championnat de France le week-end suivant. La première journée, je crois que le week-end suivant, j'ai absolument rien suivi. Parce que oui, j'étais pas en vacances, mais en... Comment on dit, décompression. Ouais, décompression, mais même pas décompression. Enfin, ça m'intéressait pas, quoi. Ouais, juste coupé, quoi. C'est ça. Et 2 semaines après, du coup, je suis retourné à un match. Je crois que c'était Fos contre Nanterre. Fos-sur-Mer, qui est un petit club du championnat de France, et j'étais content d'y aller. Donc, je crois que ça veut dire que ma passion était toujours là. Après, au niveau des émotions, non, je suis assez neutre maintenant. À part, c'est vraiment sur des gros matchs. Typiquement, ce qui s'est passé avec l'équipe de France cet été, la déception de la finale où on était... oui, le soir d'après-match, tout le monde était vraiment... vraiment des émotions négatives comme positives. Après, sur des matchs lambda de championnat, non, j'adore le basket, mais j'ai pas d'émotion particulière à aller voir. Une journée au bureau, finalement. C'est un peu mieux qu'une journée au bureau, quand même, beaucoup mieux même. Mais oui, je suis pas emporté comme on pourrait l'être avant. Ouais, comme je pouvais l'être avant. Ça se comprend. Et écoute, voilà la fin de cette interview. Merci beaucoup Alexandre pour nous avoir rejoint à la buvette. N'hésitez pas à aller checker le site internet de Bibasket, si vous êtes présent sur quels réseaux sociaux aussi? Facebook, Twitter et Instagram parfois. Voilà, vu qu'on n'est que 2 journalistes et pas de community manager, mais on fait de notre mieux. Mais... Et voilà, allez les soutenir pour leur donner de la force. Ils font du très très bon boulot, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. Et n'oubliez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ses angles.